Bonjour à tous, chers élèves de première STL. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie 2 du chapitre H3 sur la Troisième République. Alors, dans la première partie, nous avions étudié la naissance de cette Troisième République. Et on avait vu que cette Troisième République naissait dans un contexte très difficile. Tout d'abord, elle naît pendant la guerre avec l'Allemagne, c'est-à-dire que si vous vous souvenez, Napoléon III, alors empereur de France, est fait prisonnier. Les députés en profitent pour proclamer la République, sauf que finalement, la France perd cette guerre et doit signer l'armistice. Donc cette république, déjà, elle naît dans la défaite. Et pour couronner le tout, juste après, des élections sont organisées et, contre toute attente, ce sont les royalistes et quelques bonapartistes qui portent ces élections. Ce qui veut dire que les Français ne sont pas encore suffisamment attachés à cette république, ne lui font pas encore suffisamment confiance pour élire des républicains. Mais à la fin des années 70, en fait en 1879, enfin, les républicains gagnent les élections et alors cette Troisième République va pouvoir mettre en place de grandes lois. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette deuxième partie. Donc, cette deuxième partie s'intitule L'enracinement de la Troisième République. En fait, on va voir qu'à partir de 1879, les républicains vont réussir ce que n'avaient pas réussi à faire les républicains qui les avaient précédés lors de la Première et de la Deuxième République. Si vous vous rappelez bien, ces deux premières républiques avaient été de très courte durée, puisqu'à chaque fois, un Bonaparte était arrivé au pouvoir et avait fait un coup d'État. De fait, jamais les valeurs de la Révolution française, comme l'égalité, comme la liberté, n'avaient pu véritablement s'enraciner, s'installer en France dans la durée. Cette Troisième République va y arriver, et donc on voit ça tout de suite. Alors, on va commencer en première partie par étudier les grandes lois mises en place par la Troisième République qui affirment les libertés, l'égalité, mais également la laïcité. Ces grandes lois sont toujours en application aujourd'hui, donc c'est vous dire comme cette République s'est enracinée dans la durée. Je vous laisse tout de suite avec une petite vidéo qui vous présente ces grandes lois affirmant les libertés fondamentales. Dès le début de la Troisième République, ses fondateurs travaillent à la protéger et à la faire durer. De quelle manière s'y prennent-ils? Les républicains édictent des lois qui ont pour mission de renforcer la démocratie en accordant plus de liberté. Alors que la société se transforme, que la vie s'accélère et que les progrès techniques se développent, de 1881 à 1884, des lois successives vont garantir des libertés fondamentales. La liberté de la presse garantit le droit d'informer et d'instruire chaque citoyen. Les lois sociales garantissent aux citoyens électeurs un minimum de bien-être et de loisirs. C'est le droit de créer des syndicats dans le domaine professionnel en 1884, puis dans le domaine privé de se réunir et de créer des associations en 1901. Donc, comme vous venez de le voir dans cet extrait vidéo, notre Troisième République va reprendre certains des grands principes de la Révolution de 1789 et les appliquer en proclamant notamment la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de se syndiquer, notamment pour les ouvriers, afin de défendre ensemble leurs droits, ou encore la liberté de fonder une association. Toutes ces libertés avaient été restreintes, diminuées sous le Second Empire de Napoléon III, et cette Troisième République va à nouveau les affirmer. On parle de libertés fondamentales car elles sont à la base de toutes les libertés qui viennent après. Liberté fondamentale, en fait, c'est expression, opinion, liberté de conscience. Alors, cette Troisième République va aussi avoir pour objectif de renforcer la démocratie. La démocratie, cette notion, on l'avait déjà étudiée. C'est le fait que, de fait, chaque citoyen puisse voter pour ses représentants, mais aussi cette démocratie, elle repose sur une séparation stricte des pouvoirs. On n'a pas un homme qui a tous les pouvoirs sont bien séparés et les citoyens ont des libertés. Donc pour cela, la République va décider d'inclure davantage les citoyens dans les élections et notamment en 1884, ce que vous avez écrit juste ici, ils vont mettre en place, nos républicains, des lois municipales. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, les Français ne votaient pas pour les maires. Auparavant, c'était le préfet. Le préfet, c'est le représentant de l'État, qui nommait, qui choisissait une liste électorale municipale, un conseil municipal qui après choisissait son maire. À partir de 1884, et comme c'est toujours le cas aujourd'hui, ce sont les citoyens désormais, avec le suffrage universel, qui vont voter pour ces conseils municipaux. Néanmoins, petite nuance, si cette Troisième République renforce la démocratie et le suffrage universel, à savoir, nous avons quand même plus de la moitié de la population qui n'a toujours pas le droit de vote, puisque les femmes ne
sont toujours pas considérées comme des citoyennes à part entière et qu'elles n'ont toujours pas le droit de voter ni de se présenter aux élections. Ici, je vous ai mis l'illustration de femmes qui se sont battues dès la Troisième République pour obtenir le droit de vote. C'est le mouvement qu'on appelle les suffragettes, ça vient du terme suffrage. Évidemment, elles veulent le suffrage universel complet et elles vont réaliser de nombreuses manifestations, etc. En vain, les femmes en France n'obtiendront le droit de vote qu'à partir de 1944. Alors, dans le même temps, pour notre Troisième République, il faut des libertés, c'est ce qu'on vient de voir, il faut renforcer la démocratie, mais il faut également renforcer l'égalité de tous. Et l'égalité première passe par la possibilité pour chaque individu de s'élever dans la hiérarchie sociale, ce que je vous mets juste ici. Autrement dit, vous devez tous avoir de façon égalitaire le choix du métier que vous souhaitez exercer. Comment on arrive à cela? On arrive à cela grâce à l'instruction et surtout grâce à l'école. Comment un enfant d'ouvrier peut-il par exemple devenir avocat ou enseignant? Grâce à l'éducation, en donnant à tous la chance d'être éduqués, instruits par le biais de l'école. Et en 1882, cet homme, alors ministre de l'Instruction nationale, c'est l'ancêtre de l'Éducation nationale, décide donc de mettre en place des lois scolaires très importantes qui vont rendre l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants de France. Laïque, ça veut dire que la religion, pour la première fois, ne sera plus au sein de l'école. Avant, c'était des religieux qui faisaient l'école. Désormais, ce sont des laïcs, des enseignants, instituteurs, etc., complètement laïcs, en dehors de la religion. Néanmoins, les parents, s'ils le souhaitent, peuvent toujours continuer à scolariser leurs enfants dans l'école privée, s'ils en ont envie, payante cette fois, pour qu'ils reçoivent une éducation religieuse. Alors c'est un changement radical. Petite nuance également, je vous rappelle que c'est l'école primaire qui est concernée, l'école secondaire est quant à elle toujours payante. Donc malheureusement, il y a quelques bourses qui sont attribuées pour les enfants les plus pauvres, mais néanmoins, l'école secondaire demeure grandement réservée aux enfants de Français aisés qui sont en mesure de payer pour cette école. Alors, enfin, dernière grande loi, immense loi, et qui est toujours en application aujourd'hui, mise en place par la Troisième République, c'est la loi de 1905. C'est la loi qui proclame la laïcité totale de la République française. C'est-à-dire qu'à partir de 1905, l'État français est complètement indépendant vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des églises. Auparavant, ce n'était pas le cas. Auparavant, l'Église intervenait très régulièrement dans les affaires publiques de la France. Là, on est sur une société complètement laïque et cette laïcité va rester jusqu'aujourd'hui une des valeurs fondamentales de la République dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Cette loi va être portée par l'homme que vous avez ici, qui s'appelle Aristide Briand. Nous venons donc de voir que cette Troisième République, une fois qu'elle est à la main des républicains, met en place tout un tas de lois qui s'appuient sur des valeurs qui avaient été voulues notamment par les sans-culottes lors de la Révolution de 1789. Maintenant, on va voir qu'elle va parvenir à diffuser ce modèle républicain. Grosso modo, c'est bien beau de mettre en place des lois comme celle-ci, d'avoir des valeurs, mais si les Français ne sont pas attachés à ces valeurs, ça ne sert à rien. Donc pour cela, nos républicains sur la Troisième République vont diffuser ce modèle et ces valeurs, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Alors, pour enraciner la République, première chose à faire très clairement, c'est multiplier les symboles. Ok ? Le but étant que si vous voyez des symboles républicains absolument partout autour de vous, vous allez progressivement vous sentir comme appartenant à la nation, à la République française, et du coup créer une conscience collective autour de valeurs partagées. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, les républicains vont multiplier, et normalement vous êtes tous déjà passés sur une place appelée comme ça, les places de la République. On va avoir dans toutes les villes de France des places de la République. Là, je vous ai mis comme illustration celle qui a été inaugurée à Paris dès 1879. Marianne, évidemment, allégorie de la République, est mise partout. On trouve son buste dans toutes les mairies de France, elle va apparaître sur les timbres, etc., etc. Les Français se retrouvent du coup attachés à cette République par le biais de ces symboles. Autre symbole très important, je me déplace, on va décider de choisir la date du 14 juillet comme fête nationale.
Alors c'est toujours le cas aujourd'hui, vous le savez, sauf que, attention, hein, on ne fête pas, normalement, le 14 juillet 1789. On ne célèbre pas la prise de la Bastille, hein, le jour de la fête nationale. En fait, on célèbre, on en avait déjà parlé, ce qu'on appelle la fête de la Fédération. C'était le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille. À l'époque où on croyait qu'une réconciliation était possible avec le roi, notamment, le roi Louis XVI, on avait organisé une grande fête sur le Champ de Mars à Paris, que vous avez ici. Le Champ de Mars aujourd'hui, c'est là où vous trouvez actuellement à la Tour Eiffel, à Paris. Et donc, du coup, on choisit cette fête pour dire qu'on rend hommage à la Révolution et à cette notion d'union, de la fête de la Fédération, c'est-à-dire les Français fédérés ensemble autour d'un projet commun. Autre symbole, qui est toujours encore aujourd'hui en application, cette fameuse Marseillaise. Pareil, hein, c'était un chant révolutionnaire, de fait qui devient hymne national. Alors, enfin, pour pouvoir diffuser les valeurs de la République, il y a quelque chose de très important, et bien c'est l'école. L'école, on a dit qu'elle était devenue gratuite, laïque et obligatoire. Donc, elle est super pratique pour diffuser des valeurs puisqu'elle va toucher toutes les générations les unes après les autres. Et dans l'école de la Troisième République, on va enseigner, regardez là je vous ai mis une illustration d'une petite classe de l'époque, hein, évidemment la géographie avec les fleuves, les montagnes, etc. de France principalement, toujours pour que les Français se sentent véritablement attachés au pays et de fait deviennent patriotes, défenseurs de leur patrie, de leur nation française. On va évidemment accorder une grande importance aux Français, le but étant de faire diminuer les langues locales, comme l'occitan par exemple, le breton, pour que tous les Français parlent la même langue, ce qui est évidemment extrêmement important si vous voulez constituer une nation qui se sente comme partageant des valeurs communes, un destin commun. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne d'autre à l'école de la Troisième République? Les sciences, les mathématiques, l'arithmétique, etc. Mais on va également enseigner l'histoire. Et l'histoire, sous l'école de la Troisième République, joue une place absolument immense. Parce que l'histoire, elle permet aux petits Français, aux petits écoliers, de s'approprier des modèles. C'est-à-dire que sous l'école de la Troisième République, on va, parfois en romançant un petit peu la vérité historique, c'est-à-dire en la modifiant quelque peu, créer des modèles dans des hommes du passé ou des hommes du présent, auxquels vont pouvoir s'attacher nos petits écoliers comme des symboles en fait. Parce que pour construire une nation soudée, vous avez besoin d'hommes auxquels vous identifiez, auxquels vous sentir liés. Et donc parmi ces grands personnages du passé, on va notamment idéaliser cet homme qui n'est autre que Vercingétorix. Alors, j'espère que vous vous rappelez un petit peu de cet homme. Vercingétorix, c'est quoi et pourquoi on l'utilise? Vercingétorix, hein, c'est l'un des Gaulois qui a combattu contre les Romains et notamment Jules César. Hein. Pourquoi cette Troisième République, elle l'utilise vraiment? C'est qu'elle va faire une espèce d'analogie, hein, un parallèle entre Vercingétorix, le Gaulois, qui est parvenu à réunir, à unifier tous les Gaulois face aux grands méchants romains qui nous envahissaient. Et c'est un peu, vous voyez, comme les républicains qui parviennent à tous s'unir contre le grand méchant roi, la monarchie. Il y a cette idée-là derrière. Mais en tout cas, ce symbole, Vercingétorix, ça fait que tous les écoliers de France se sentent attachés à un modèle similaire. Après, dans les hommes du présent qui vont être évidemment glorifiés, bien sûr, vous avez Victor Hugo. Victor Hugo, vous le connaissez, on en a déjà beaucoup parlé. Victor Hugo, après la chute du Second Empire, rentre en France, hein, après un long exil, notamment à Jersey et Guernesey. Il revient et alors il est encensé. Et donc la Troisième République va décider de l'étudier énormément dans l'école de la Troisième République pour que tous nos petits écoliers se sentent attachés à ce personnage qui sert de modèle. Cet homme qui s'est battu pour des valeurs républicaines, hein, je vous rappelle, comme par exemple l'école pour tous, comme fin de la misère pour les plus pauvres, etc. Donc on ne va cesser d'étudier Victor Hugo dans cette école de la Troisième République. Là, alors ici, vous avez un extrait de cahier d'élèves d'une classe de CM1 de l'école de la Troisième République. Et alors, tout d'abord, je vous laisse admirer cette page absolument exceptionnelle. Voilà, écriture sublime, propreté magnifique. Voilà, et donc on va regarder un petit peu ce que font nos petits écoliers, puisque je vous rappelle, en fait, auparavant, l'école, elle était religieuse. Donc, on avait le catéchisme. Désormais, dans cette école de la Troisième République, il faut transmettre des valeurs par le biais de la morale. Et donc, chaque jour, les jeunes écoliers étudient la morale.
Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors là, on va lire, enfin je vais vous lire, désolée, je suis seule. Je vais vous lire cette morale du jour du 9 février 1914. Si vous voulez acquérir à l'école l'instruction et l'éducation que vous venez y chercher, vous devez être assidu, exact, attentif, docile et travailleur. Voilà ce qu'on apprend sous l'école de la Troisième République. Et en dessous, vous voyez arithmétique, multiplication, etc. Alors en plus de l'école, l'armée est également un lieu pour transmettre et diffuser les valeurs républicaines face à l'Allemagne et la notion de patriotisme, d'amour de la patrie, notamment avec les débuts de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi l'armée est très importante sous la Troisième République? Parce que cette République va décider en 1905 de créer un service militaire obligatoire pour tous les jeunes hommes. Ce service militaire durera 2 ans. Alors, c'est très important parce qu'auparavant, en fait, il y avait des tirages au sort. On tirait au sort les jeunes qui partaient à l'armée pour après défendre la patrie. Et il y avait, notamment chez les personnes les plus fortunées, beaucoup de dérogations, c'est-à-dire qu'ils ne venaient pas pour faire ces services militaires. Désormais, il est obligatoire pour tous. Là, vous voyez encore cette volonté d'égalité de la Troisième République. Mais surtout, il permet, pendant ce service militaire de 2 ans, de mélanger toutes les classes sociales, les plus pauvres, les plus riches, etc. Et aussi de transmettre ce patriotisme français. Donc, on a cette Troisième République qui parvient à s'enraciner. On a fini cette partie, vous l'avez compris, autour de grandes valeurs, autour de grandes lois qui reprennent les idées de la Révolution de 1789. Et puis après, elle va parvenir, après ces grandes lois, à diffuser ce message, à diffuser cet amour de la patrie, notamment par la multiplication des symboles, comme Marianne, comme les places de la République, mais aussi par le biais de l'école et de l'armée. Voilà, nous avons terminé ce grand 2 et rendez-vous pour la prochaine vidéo, grand 3.